Ok. Dans un premier temps, bonjour à tous. Merci de votre intérêt dans Optaplanner. Je voudrais vous présenter en fait Geoffrey Desmet, qui est en fait le chief leader de ce projet. Il est néerlandophone. Il va intervenir de temps en temps durant la présentation. Soyez indulgents. Maintenant, moi, mon nom est Frédéric Ornain. Je suis solution architect pour Belgique et Luxembourg, pour Red Hat, pardon. Belgique et Luxembourg. Donc, avant de commencer la présentation, je voulais juste peut-être un peu vous expliquer ce que l'on va couvrir durant cette session. Donc, cette session se divise en 3 parties. Une première partie, on va dire théorique. Je vous rassure, ça va être bref. Et une partie, 2 parties pratiques des cas réels d'utilisation d'Optaplanner en production. Maintenant, vis-à-vis de ces 2 exemples, il y en a. Alors, le premier sera un petit peu une introduction et le deuxième sera un petit peu plus complet, plus de détails. Maintenant, je vais pas vous donner un exemple exhaustif avec tous les détails de ce qui s'est passé en production. On va juste aborder certaines choses, le type d'utilisation, et ça s'arrêtera là. Deuxième chose concernant en fait les démos que l'on va vous présenter, elles sont basées sur des cas réels, mais ce sont des démonstrations, évidemment, et c'est assez édulcoré, c'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les parties qui étaient liées au système de production et qui ne sont pas forcément nécessaires pour une démonstration. Je pense qu'on peut commencer. Donc, on va commencer par la partie théorique. Ici, c'est un cas d'étude. C'est, par exemple, un exemple d'un parcours aérien d'un PDG lambda. Donc, un PDG souhaite aller visiter ses clients à travers l'Europe. Évidemment, son objectif, c'est de faire ce trajet ou de visiter ses clients dans un minimum de temps, le plus efficacement possible, et visiter le plus de clients possible, dans un laps de temps déterminé. Donc, on va passer tout de suite à la démo. Donc voilà, en gros, dans le projet Optaplanner, vous avez une partie exemple, hein. Bien sûr, Optaplanner, c'est pas l'interface que vous voyez. Hein. Optaplanner, c'est le moteur qui est derrière cette interface. L'interface sert juste à vous expliquer comment fonctionne le moteur. Okay. Donc, comme je le disais, vous avez un PDG qui souhaite voyager à travers l'Europe pour visiter ses différents clients. Donc, il a déjà présélectionné sa feuille de route avec les différentes villes qu'il souhaite visiter. Et donc, avec ce dataset, ce type d'informations, on va les soumettre au moteur Optaplanner. Et Optaplanner, en fonction des différentes informations qu'il aura reçues, va les interpréter et va nous donner le chemin le plus optimal pour résoudre ce problème. C'est-à-dire celui qui va consommer le moins et celui qui va se faire en un minimum de temps. Maintenant, si, par exemple, durant son voyage, le PDG souhaite changer de direction, aller voir un nouveau client situé dans une autre ville, par exemple entre Lisbonne et Madrid, automatiquement, Optaplanner en real-time va changer le parcours ou l'itinéraire. D'accord ? Donc ici, en fait, on voit que le changement est mineur parce que ça ne va pas me changer complètement ma feuille de route. Ça va changer seulement 2 destinations. Enfin, 2 vols. Oui ? Mais moi, je veux aller à la Midi de France. Voilà. Donc si le PDG souhaitait aller dans le sud de la France, oui, c'est possible aussi. Donc ça s'adapte automatiquement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des changements mineurs. Maintenant, si par exemple, il avait un client entre Budapest et Varsovie. Là, on voit en fait que le changement n'est plus forcément mineur. Il commence à devenir conséquent. Donc, en fait, on a vu que la feuille de route s'est adaptée en fonction du choix fait par le PDG. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. C'est un exemple théorique, d'accord ? Parce que évidemment, ça ne s'applique pas au monde aérien, ça ne s'applique pas au monde maritime ni au monde routier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas des lignes droites. Vous devez suivre ce qu'on appelle une cartographie aérienne ou une cartographie maritime, et donc c'est pas des lignes droites. Donc ça s'applique pas, mais c'est simplement pour vous expliquer de manière théorique comment Optaplanner fonctionne. Donc, quel est l'impact d'un changement ? On a vu sur le premier exemple que ça peut être un impact mineur. Donc ça, c'est 3 solutions optimales. Voilà, 3 solutions optimales qui ont été déjà définies à partir d'une feuille de route initiale. Et si je change, bon, j'ai un effet vraiment mineur ou voire aucun effet si je fais une modification ou si je rajoute une nouvelle destination. Deuxième cas de figure, c'est ce qu'on a vu durant la présentation. J'ai des effets collatéraux, c'est-à-dire qu'on change la destination ailleurs que proche du point que l'on a nouvellement sélectionné. Et le troisième cas de figure, c'est un effet boule de neige, c'est-à-dire que ça peut changer mais complètement en fait la feuille de route initiale. Donc ça, c'est des effets
que vous pouvez avoir durant des changements en temps réel. Oui, et plus de constraintes veut dire plus d'effets de boule de neige. Voilà. Plus j'ajoute des contraintes, plus j'ai un risque d'avoir cet effet boule de neige. Donc, comme je l'ai dit précédemment, ici, c'est un problème théorique. C'est ce qu'on appelle pour les puristes TSP. Ça a été un slide trop vite. C'est ce qu'on appelle TSP. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le... Next slide. Ouais, non, je pensais en fait dire quelque chose d'autre, mais je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Alors, je sais plus le mot. Enfin bref. Donc ça, c'est un cas pratique. Et je vais l'expliquer brièvement. Ici, c'est le cas d'un transporteur routier. En fait, il doit, par exemple, j'ai différents colis de différentes tailles, j'ai différents véhicules, différents camions de différentes capacités, j'ai différents chauffeurs, certains avec un permis pour conduire certains types de produits et d'autres certains autres, etc. Tout ça, c'est des contraintes, d'accord ? Bien sûr, l'objectif du transporteur routier, c'est d'effectuer en un minimum de temps ces livraisons, satisfaire le client et se faire la plus grosse marge possible, évidemment. Donc là, on va passer à une démo. On va passer en fait dans la démo de quelque chose qui est théorique, puis on va aller crescendo, c'est-à-dire qu'on va aller vers quelque chose d'un peu plus pratique et de plus en plus pratique. Donc comme je l'avais dit initialement, donc on a un warehouse, un entrepôt où vous avez différents colis. Le matin, les commerciaux ont défini un petit peu la cartographie en fonction des colis à livrer à différents endroits à travers le pays. Donc si on soumet ça à Optaplanner, on va voir qu'en fonction de ma flotte de véhicules et en fonction de sa capacité, Optaplanner va m'indiquer quel est le chemin le plus, on va dire le plus optimal pour délivrer mes colis. Alors, ce que ça signifie, donc ça c'est on va dire la location, enfin le lieu où je dois livrer mes colis. Je dois livrer 25 colis ici. Et le camion, en fait, dans sa capacité, contient 97 colis sur les 100 qu'il est possible de transporter. Maintenant, si j'ajoute un nouveau client, on va voir que même chose. Non, tu as été trop vite. Voilà, si on ajoute un nouveau client, on voit que automatiquement la route s'adapte en fonction. D'accord ? Donc évidemment, si on prend le camion de manière isolée, vous allez me dire, ouais, mais attends, c'est pas optimal. T'as 97 paquets, j'ai sur 100. Normalement, c'est 100 sur 100. Oui, mais alors là, vous répondez d'un point de vue isolé, c'est-à-dire que vous répondez simplement à l'optimisation du remplissage du camion, mais pas de manière globale vis-à-vis de la société. D'accord ? Donc là, ici, on a une vue globale vis-à-vis des besoins et des attentes de la société. Next slide. Donc ici, c'est un autre exemple, toujours basé sur le transport routier. Ici, en fait, vous allez voir que il y a toujours l'entrepôt, mais j'ai des contraintes horaires qui sont ajoutées. C'est-à-dire que je dois livrer 10 colis par exemple, entre midi et 1h. D'accord ? Et même chose pour la suite. Donc, en fait, c'est des contraintes qui viennent s'ajouter, en plus des contraintes que j'ai mentionnées précédemment, qui étaient ma flotte de véhicules, la capacité, le type de permis qu'ont mes chauffeurs. Ici, je rajoute une contrainte de temps. D'accord ? Donc on voit, même chose, je fournis ça à Optaplanner et automatiquement il va me donner la meilleure route à suivre. Alors même chose que vous voyez par exemple, c'est j'ai une aiguille qui est en orange, ça signifie simplement que pour ce chauffeur, il va devoir patienter un peu avant de pouvoir délivrer ses colis. Parce que le client l'attend un peu plus tard, donc il est arrivé trop tôt. D'accord ? Donc vous avez vous avez la même chose s'il est arrivé trop tard. Ici, on ne va pas voir le cas de figure, mais s'il arrive trop tard, il y a une aiguille rouge. Alors même chose, si vous prenez le cas de figure de manière isolée, vous allez me dire ouais, c'est pas optimum, mais ici on a une réflexion d'un point de vue global. Hein. L'idée, c'est vraiment de raisonner de manière optimale pour l'entreprise, pas de manière individuelle pour le chauffeur. Même si on peut intégrer les contraintes qui sont liées au chauffeur. Par exemple, un chauffeur dirait tiens, moi je veux commencer de 8h et je veux terminer à midi et je veux recommencer de 1h jusqu'à 3h parce que je dois aller garder mes enfants. On pourrait l'intégrer dans l'outil Optaplanner, mais ici c'est pas le cas de figure. Oui. Donc... Oui. Ah oui. Là, on va passer à un autre step. Donc on monte en gamme en termes de complexité. Donc on a adapté ça. Ici c'est toujours, on va dire, théorique. Maintenant on a adapté ça en fonction de cartes réelles.
Donc ici, en fait, bon, vous voyez pas la carte qui est derrière, mais ça représente la Belgique. Et à travers les différents points de livraison, vous voyez, on fait exactement le même principe que ce qu'on a fait précédemment, mais au lieu de mettre des données comment dire, factices dans le moteur, on donne des données latitude, longitude qui sont réelles venant du pays de Belgique. D'accord ? Donc ça vous donne une idée que de la possibilité d'application de la solution. Je pense que tu peux terminer. Maintenant, on va passer. On retourne vers le slide. Donc ici, on a vu la démo. Alors, ce que j'ai expliqué dans le cas réel, c'est-à-dire que à l'aide d'outils tels que Google Maps ou d'autres, vous allez en fait créer votre feuille de route. Je dois aller visiter client A, client B, qui se trouve à Gand, client C qui se trouve à, je sais pas, à Anvers, et l'entrepôt est à Bruxelles. Donc j'ai ces données, j'ai sélectionné ces données via Google Maps par exemple. Next. Ça me donne en fait tout un dataset, un jeu de données qui contient en fait par exemple pour le A, B, C, D, latitude, longitude. Mais ce que vous voyez en fait dans la matrice, c'est les distances entre les différents points, les différentes possibilités. Alors ça peut être en termes de temps, en termes de kilomètres, etc. Ici c'est en termes de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce dataset et je vais le soumettre à Optaplaner. Et Optaplaner, en fait, va pas travailler sur les latitudes, longitudes, il va travailler sur les distances ou sur les durées. Et donc, en fonction de cette matrice, il va me donner quel est le chemin le plus optimum à parcourir en temps réel. Parce que, comme je l'ai montré dans l'exemple ou dans les labs, je peux changer les destinations quand je le souhaite. Donc, quand j'ai cette nouvelle matrice avec le chemin optimal, je le resoumets via des API à Google Maps ou à d'autres outils de cartographie. Et du coup, maintenant, ce que vous avez vu précédemment dans la démo sans carte derrière, j'ai une carte. Et donc, je vais pouvoir le donner à mon chauffeur routier qui va pouvoir suivre le trajet. Bon, idéalement, c'est pas forcément une carte physique, mais une tablette qui peut suivre en temps réel s'il y a des modifications en cours. OK ? Oui. Et ça, c'est OpenStreetMap avec Leaflet.js. Et ici, c'est avec Google Maps. C'est la même solution de Belgique que nous avons montré quelques secondes plus tôt. Maintenant, c'est pas forcément visible parce que bon, là, on est dépendant de l'application Google, mais ici, bon, on voit bien les tracés bleus. Bon, l'écran nous permet pas de voir les tracés verts et les tracés rouges, mais bon, il y a différents tracés qui sont visibles. Voilà. Donc, en gros, la question que doit se poser un client, c'est de dire, ou bien un développeur, c'est de dire, ok, comment je peux identifier un problème de planning ou de ressources. Comment je peux définir que je peux utiliser Optaplaner. Donc en fait, ça se définit en 3 parties. Vous devez d'abord avoir un objectif. Donc si je l'applique au transport routier, c'est satisfaire le client, effectuer le transport de colis dans un minimum de temps et remplir au maximum mes différents camions pour que ce soit rentable. Deuxième point, vous devez avoir des ressources. Les ressources, c'est lié aux employés, c'est lié aux camions, donc la capacité des camions, etc. Le temps que vous avez pour livrer vos cargaisons, etc. Et des contraintes. Les contraintes, c'est par exemple ce que j'ai mentionné tantôt, précédemment. C'est belge. C'est ce que j'ai mentionné précédemment. C'est par exemple le fait que j'ai un chauffeur qui a le permis pour conduire des produits nucléaires et l'autre une licence, en tout cas un permis pour conduire des produits frais. Donc c'est deux différents. Donc c'est des contraintes supplémentaires que je dois prendre en compte. Next slide. Alors, autre chose, est-ce que c'est difficile de résoudre un problème de ressources ou de planning ? C'est une bonne question. La réponse est oui et non. Je vais vous donner un exemple de problème de planning véritablement très simple. Donc en gros, j'ai une suite de nombres ou de chiffres et mon objectif ici, c'est de pouvoir faire une addition qui est égale à 25. Facile. J'ai 2 possibilités. Donc soit je fais 10 plus 3 plus 2, 10 plus 15, ça me fait 25, ou 20 plus 3 plus 2. Donc j'ai 2 possibilités. Maintenant, j'ai simplement répondu à un objectif. Maintenant, si je rajoute une contrainte supplémentaire qui est de dire, ok, moi dans mon addition, je veux que 2 items. En gros, soit 2 chiffres ou soit 2 nombres. Pas 3. Dans ce cas-là, vous voyez que dans les 2 possibilités, j'en ai qu'une qui est valide.
Donc ça, c'est une résolution qui s'appelle NP-complete pour les puristes. On va voir que NP-complete, ça s'applique à d'autres d'autres domaines. Par exemple, on a mentionné le transport routier, l'ordonnancement d'équipements, l'emploi du temps, mais aussi ce qu'on appelle pactage. On va voir cet exemple-là un peu plus tard. D'accord ? Et donc la solution en fait à ça, c'est d'utiliser Optaplaner. Optaplaner ne va pas vous donner la solution optimale, il va tendre à vous donner la solution optimale. Pour l'instant, il n'y a aucun outil qui vous donne une solution idéale. C'est tendre. D'accord ? Donc maintenant, on voit le deuxième exemple. En pratique, mais un peu plus en détail. Donc ici, on change complètement de contexte. On va vers un fournisseur de cloud. D'accord ? Donc je vais expliquer un petit peu le contexte du fournisseur de cloud. Ici, c'était un fournisseur plateforme as a service. Donc en gros, on ne parle pas de machine virtuelle, on parle de process. Donc une application X ou Y venant de différents clients, de différentes tailles, utilisant différentes ressources, etc. etc. Évidemment, le fournisseur de cloud a différentes ressources, différents serveurs de différentes tailles, différents CPU, différentes RAM, etc. et différents coûts attachés au serveur. Donc derrière, il y a un aspect budgétaire qui compte, qui rentre en ligne de compte. Et évidemment, l'objectif du fournisseur de cloud, c'est de faire la marche la meilleure possible, tout en respectant les attentes du client. Donc, démo. C'est pas celle-ci. Voilà. Donc ici, on va commencer par une démo assez simple avec 2 CPU et 6 process. Donc on voit que... Attends, 2 petites minutes, je vous ferai. Oui. Bon, c'est pas grave, on va commencer comme ça. Donc en gros, il y a les 6 process. Les 6 process, en fait, ont des attributs assignés comme la consommation en CPU, la consommation en mémoire et la bande passante au niveau réseau. Tu peux fermer ? Et on voit que j'ai le même type de ressources, en tout cas les mêmes possibilités, mais assignées cette fois-ci au serveur pour le CPU power, memory et bandwidth. Donc si je le solutionne, je vais voir qu'en fait mes différents process sont assignés sur les différents PC. Alors il y a sur les différents serveurs, pardon. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est ce qu'on a découvert, c'est qu'en utilisant le tool, ça nous permet de voir où est le bottleneck pour le cloud provider. Et on s'aperçoit qu'il a un problème au niveau de la bande passante. D'accord ? Les autres combinaisons de cette 6 process sont un problème parce que ça fait un problème avec les network bandwidth. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, ok, pour 2 serveurs, c'est facile. Ok, mais dans la vie, donc en pratique, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on va passer peut-être au deuxième exemple, oui. Où là, en fait, j'ai 100 serveurs avec différentes possibilités et 300 process, je crois. Ouais, 300 process. Donc, même chose que pour le transport routier, on peut solutionner ce problème-là de manière en temps réel. Bon, évidemment, ici, on se base sur déjà un dataset existant. Maintenant, l'idée, en fait, c'est de récupérer ce genre d'informations via du monitoring ou via d'autres outils, sur le système d'exploitation de chaque serveur. Voilà. Je pense que ça, c'est bon. Oui, et la coût... Oui, le coût. En fait, ici, ouais, c'est un détail que j'avais omis. Vous voyez, par exemple, ici que j'ai rien qui est assigné, je comprends pas. Mais en fait, il y a une caractéristique ou une contrainte qui est supplémentaire qui est ajoutée, c'est l'aspect coût. Évidemment, le cloud provider tend à répartir ces différents process pour se faire la plus grande marge possible. Donc forcément, il y a des serveurs qui seront moins utilisés parce que la solution est possible, mais d'un point de vue coût, ça risque d'être trop onéreux pour le fournisseur de cloud et du coup, sa marge est réduite. Et peut-être un de ces serveurs, il crash. Voilà, ça aussi. Hein. S'il crash, de toute façon, on a vu ça avec le transport routier en temps réel. Hop, je réassigne les différents process. Effectivement, en fait, derrière ça, c'est récupérer toutes les données en sortie et pouvoir en fait orchestrer les différents process pour les réaligner dans les bons serveurs. Oui. C'est bon ? On revient sur la présentation. Donc, pour vous expliquer un petit peu la complexité qu'il y a derrière en fait ce cas pratique, on a fait un petit exemple. Alors, avant de commencer ça, je voudrais juste dire 2 choses. Quand on est allé voir différents cloud providers, on en avait certains qui en fait faisaient la répartition des différents process
un petit peu comme ça. On en avait d'autres qui avaient, et c'est plus ceux-là vers qui je me dirige, qui ont en fait créé leur propre algorithme basé sur des algorithmes génériques ou basés sur leur propre connaissance du métier. Hein. Et en fait, le problème qu'on a eu, c'est quand on est allé les voir et qu'on on leur a dit oui, notre algorithme peut faire mieux que ce que vous utilisez actuellement. Et là, la question, c'est ouais, non, je crois pas parce que je connais mon métier mieux que vous. Ça, je veux bien croire. Mais bon, on va vous montrer pourquoi durant ces différents exemples. Donc ici, je vais représenter un serveur avec une ressource CPU qui est représenté par 7 unités, et puis un processus avec 5 unités pour le processus A, 3 unités pour le processus B, etc. etc. Donc la question, c'est, je vais la poser à Geoffrey, d'après toi, quelle est la combinaison qui va nous permettre d'utiliser les ressources CPU de ces serveurs de manière optimale? Oui, donc si je prends le violette et le vert, ça fait 8, donc c'est trop. Mais si je prends le violette et la bleue, ça fait 7. Donc, c'est optimal. Ok, c'est effectivement la bonne réponse. C'est bien ça. D'accord. Maintenant, pour réexpliquer, peut-être next slide. Non. Ah, tu veux réexpliquer comment tu as fait? Oui. Ok, vas-y, dis-moi. Non, mais en fait, dans le slide, donc, comment on trouvait cette solution avec un algorithme, avec une implémentation. Peut-être je peux faire quelque chose comme brute force, essayer toute combinaison, mais c'est un problème parce que ce n'est pas élastique. Si j'avais 20 processus, ça veut dire 20 factoriel, donc c'est 1 trillion ou combinaison, c'est trop. Donc, mais j'ai vu une facile solution, une efficacement solution. Je prends le plus grand et je ajoute chacun pour qu'il y ait assez d'espace. Donc, laissez-moi vous montrer. Donc, j'avais mes process, la plus grande d'abord, et je mets le violet. Je ne peux pas mettre le vert. Je mets le bleu. Je ne peux pas mettre la jaune, et je pense que c'est optimal. Oui, c'est la bonne réponse. Maintenant, si tu vas au slide suivant, maintenant, si je te propose un autre problème, hein, c'est toujours le même problème, mais j'ai changé un petit peu les données. Oui. Est-ce que tu peux réappliquer la façon ou la méthode que tu as utilisée? Oui, c'est simple. J'ai dit, je prends le violet. Il y a d'espace. Je ne peux pas placer le vert. Il n'y a pas aussi des espaces libres pour le bleu. Il y a d'espace pour le jaune. Et voilà, c'est optimal. Voilà. Donc clairement, ici, on est dans un cas typique de personne ou de cloud provider qui connaît son domaine. Maintenant, on va voir que la solution optimale, c'est pas celle-là. Et donc, avec OptaPlanner, en fait, vous avez la possibilité de dire, ah non, ça, c'est bien, c'est possible, mais ça, elle est meilleure. Et donc, ça, c'est le gros avantage. Quand on a réussi à montrer ça au niveau du cloud provider, bon, ça, il était convaincu. Next slide. Donc, la question qui est venue après, c'est de dire, OK, ça marche avec un serveur avec du CPU, un seul CPU, enfin, je veux dire, une ressource CPU seulement utilisée, et puis ça marche sur 2 process. Mais bon, on sait très bien qu'un serveur, c'est bien plus que ça, et on sait très bien qu'un process, c'est bien plus que ça. Donc, ici, je prends le cas c'est simplement pour vous expliquer la complexité. Ici, on prend le cas d'un serveur ou de 2 serveurs, par exemple, avec différentes ressources, simplement CPU, hein, et on garde toujours le même nombre de process. Donc, on peut faire la même méthodologie qu'a utilisé Geoffrey. Oui, c'est ça. Voilà, donc on arrive, OK, c'est bien, c'est une solution possible, mais bon, c'est pas forcément optimal. Donc la bonne solution, c'est celle-ci. Donc vous voyez que, OK, on était parti simplement d'un serveur. Je pense que tout le monde est capable de le faire, d'accord, de trouver la meilleure solution. Mais plus on va rajouter de contraintes ou d'axes ou de variables, plus ça va devenir très compliqué, on va dire, pour monsieur tout le monde. Donc ici, c'est simplement, j'ai rajouté une variable. Maintenant, si j'en rajoute une supplémentaire, non, c'est bon. Si j'en rajoute une supplémentaire, par exemple, OK, je me base plus uniquement, j'ai toujours 2 serveurs, je me base plus uniquement sur les ressources CPU, maintenant je me base sur les ressources RAM.
Et évidemment, ce que je dois spécifier, c'est que forcément un processus, il contient aussi une ressource CPU, il consomme une ressource CPU, une ressource RAM. Et elles ne peuvent pas être dissociées. Elles doivent forcément fonctionner sur le même serveur. Je ne peux pas mettre 5 en haut et 5 en bas. C'est pas possible. Donc ça, c'est une contrainte encore additionnelle. Hein, en plus de la contrainte, je rajoute la capacité ou la ressource RAM. Donc même chose, si Geoffrey applique sa méthodologie, ouais, ok, c'est faisable, mais c'est pas forcément la meilleure solution. La meilleure solution, c'est celle-ci. Oui, Oui. et avec Optaplanner, nous utilisons des méta-heuristiques et autres heuristiques pour trouver cette meilleure solution. Donc la solution choisie par le fournisseur de cloud, c'est évidemment Optaplanner. Donc Optaplanner, en fait, c'est un projet open source qui est basé sur une licence Apache. Il y a une version fréquente et régulière à peu près tous les 6 mois, si je me trompe. Ça peut être téléchargé à partir d'un fichier zip ou via Maven. Vous avez accès à tout ce qui est manuel de référence, exemples, etc. Et au niveau de qualité du soft, vous avez tout ce qui est normalement ce qu'on doit faire, test unitaire, test d'intégration et stress test. Optaplanner, ça fonctionne évidemment sur tout ce qui est standard Java, donc n'importe quel type d'OS. Hein. Ça tourne sur tout ce qui est Enterprise Java, Red Hat, JBoss Enterprise Application Platform, OpenShift, Wildfly, Tomcat, j'en passe. Et même chose pour les langages JVM, Java, Scala, Groovy. Ok, ici on va voir une question que nous a posée le cloud provider, qui est pertinente. Donc c'est ce qu'on appelle les notations des contraintes. Donc la question était la suivante, c'est ok, c'est bien, vous m'avez trouvé la meilleure solution, mais comment on fait pour différencier, ok, parmi toutes les solutions possibles, comment je fais pour différencier laquelle est la plus optimale pour moi? Donc next slide. Ici, je reprends toujours un exemple. Hein. Donc ici, on a 2 processus qui consomment 3 unités de ressources concernant le CPU et un deuxième processus B consommant 3 unités de ressources. Et on a un serveur qui contient 2 serveurs qui ont différentes possibilités de ressources au niveau CPU. Et on a aussi une contrainte qui est liée au niveau coût et qui est très importante pour le cloud provider, évidemment. Next. Donc, Geoffrey, la première question, voilà, ça c'est par exemple une possibilité. Est-ce que tu penses que c'est une bonne possibilité? Non, je n'aime pas. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas assez de CPU. Voilà, on est d'accord. Si je mets les 2 process sur le serveur 1, j'ai pas assez de ressources CPU pour garantir la fonctionnalité. On va prendre... Voilà. Donc, en gros, ce que je vais vous expliquer derrière ça, c'est qu'on a un système de notation, d'accord, qui correspond aux différentes contraintes. La première colonne correspond à la contrainte ou à la notation liée à la contrainte. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Ici, ça marche pas. Donc, Optaplanner dit je mets un flag ou je mets un score dans cette colonne pour dire d'office, j'élimine. Deuxième option, même chose, je te repose la même question. Est-ce que pour toi, ça te semble optimal? J'aime la deuxième solution, oui. Oui, tu préfères la deuxième solution. Oui. Donc la deuxième solution fonctionne. Donc on va voir que Optaplanner va assigner une notation qui va être 0 pour la première colonne, ce qu'on appelle hard constraint. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Mais par contre, j'ai une deuxième colonne qui était mentionnée au-dessus. C'est le coût qui est lié à l'assignation des différentes ressources, des différents process sur les différentes ressources CPU du serveur. D'accord ? Maintenant, je vais proposer une troisième option. Voilà, j'ai une troisième option. Elle fonctionne également. Tu me confirmes? Ah oui, c'est très bon. Voilà. Maintenant, si je te donnais à choisir entre celle-ci et celle-ci, forcément, tu prendrais celle-ci. Pourquoi? Parce que derrière, comment dire ça? Le coût, ok, ça fonctionne, mais le coût est nettement moindre que celle qui est en haut. Voilà. Donc, vis-à-vis en fait de cette notation ou de ce score assigné aux contraintes, déjà, il faut savoir que Optaplanner ne fournit pas des contraintes prédéfinies vis-à-vis des domaines. C'est par exemple au transport routier de définir ses contraintes. C'est au cloud provider de définir ses contraintes. D'accord ? En fonction de ça, il pourra facilement les intégrer dans Optaplanner. La deuxième chose, c'est l'aspect notation. C'est aussi... Optaplanner ne les fournit pas. C'est aussi au cloud provider ou au transporteur routier de définir ses contraintes. Des contraintes qui sont liées à son business qu'il connaît bien. Voilà.
Next slide. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans la partie code. Donc, le domaine modèle. Non, c'est bon, tu peux y aller. Le domaine modèle. Alors, comment, ok, j'utilise le moteur OptaPlanner, c'est bien, mais comment je fais pour l'intégrer à mon application? Donc, en gros, vous représentez un simple objet computer qui représente le serveur, où vous avez différents attributs qui correspondent à ses capacités CPU, mémoire, etc. Donc, ça revient à avoir ça au niveau code Java. Donc, il n'y a rien de nouveau, c'est du standard. Next slide. Maintenant, vous assignez aussi un POJO process, où vous allez aussi définir différents attributs. Qu'est-ce que j'ai besoin qu'ai-je besoin pour l'aspect CPU, l'aspect ressources mémoire et l'aspect bande passante. Maintenant, il faut savoir que un serveur peut accueillir plusieurs process et un process peut uniquement tourner sur un serveur. Donc, comment, en fait, next slide. Oui, non, on va voir la partie. Oui, voilà. Donc, comment OptaPlanner va interpréter en fait votre application? C'est-à-dire que dans votre application, vous allez définir des annotations qui vont spécifier, tiens, le process, c'est un planning entity, et dans cet objet planning ou cette classe planning entity, je vais avoir une annotation qui va correspondre à une variable que OptaPlanner pourra changer dynamiquement dans votre objet. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle ça change à chaque fois. Donc c'est la même chose, le process, c'est un POJO bête et méchant. Rien de nouveau. Ici, en fait, c'est l'implémentation. Donc on voit que la variable, je mets une notation devant qui est planning variable et qui correspond à la variable computer ou serveur. Voilà. Donc il y a franchement rien de compliqué. Le deuxième point qui nous a été posé par le cloud provider, c'était, ok, c'est bien, la solution fonctionne, je suis content, mais comment je vais l'intégrer avec mon existant? Parce que je démarre pas from scratch, j'ai quand même des serveurs déjà existants et comment je récupère les informations, etc. Donc vient le problème de l'intégration. Donc OptaPlanner en fait peut fonctionner via des fichiers XML en utilisant Xstream ou JXB. Peut fonctionner avec une base de données en utilisant du JPA ou JDBC. Ou bien si, on va dire, ça c'était le cas du cloud provider, s'il utilise des technologies un peu plus récentes. Comme du data grid avec Infinispan ou Hadoop, ou en utilisant du SOAP ou du REST, du Web Services. Voilà. Donc, conclusion en fait de ce cas de figure utilisé en production, en rouge, non, c'était en bleu, pardon. En bleu, ce que vous voyez, c'est le résultat, financier. De OptaPlanner d'après 5 minutes. Voilà, après 5 minutes. Donc, en fait, on fait la distinction entre l'algorithme utilisé précédemment par le cloud provider et l'algorithme en utilisant OptaPlanner. Et on voit que le cloud provider a réussi à économiser 17% en moyenne de dépenses en moins. Donc, c'était conséquent. Si je parle sur 10 000 euros, ouais, ok, c'est peanuts. Mais si je parle sur des millions d'euros, c'est très, très intéressant. Next slide. Donc, en bref, OptaPlanner résout les problèmes de planning, d'allocation de ressources, etc. Concernant les contraintes, c'est très facile à ajouter, c'est facile et c'est évolutif. Les capacités à changer, à combiner les algorithmes, c'est aussi très facile. C'est juste un fichier de configuration, vous changez le type d'algorithme et hop, c'est parti. Next slide. Donc, on est un petit peu en avance. Bon. Pour OptaPlanner, pour en fait l'utiliser, vous devez aller sur le site optaplanner.org. Vous pouvez en fait downloader le package qui est disponible en format zip. Vous l'ouvrez ou vous le dézippez et dedans, en fait, les exemples que l'on a montrés sont dans la directory, dans le répertoire exemple et vous lancez en fonction que vous êtes sous Windows ou sous Linux ou Unix. Vous lancez l'un ou l'autre script. Et d'office, vous allez avoir exactement les exemples que l'on a montrés aujourd'hui. Voilà. Si vous le désirez également, vous pouvez très bien récupérer le code source et le compiler vous-même. C'est simple, git clone et maven clean install et ça marche. Voilà, rien de compliqué. Voilà, je pense qu'on a couvert en fait l'ensemble d'OptaPlanner. J'espère que ça a répondu à vos attentes, que vous pourrez l'utiliser dans un cas concret chez vous. Voilà, ça c'est toutes les informations liées au projet. Tu veux ajouter quelque chose? Non. Voilà, je pense qu'on a été un peu plus rapide que prévu. Oui. Mais bon, je pense qu'on a couvert l'ensemble des points. Si vous avez des questions,
C'est le moment. Oui. Alors la question c'est, est-ce que ça peut résoudre des problèmes de famine? Par exemple, pas assez de proc, est-ce qu'il est capable de nous dire, il manque... Pas assez de processeurs et nous le dire. Je dirais, est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Si dans le cas du fournisseur de cloud, if we detect that something is missing, can we do some action regarding this based on the outcome of Optoplanner? Oui, yeah. I'll say in English because my French isn't that good. Yeah, so we can put any constraints in there, and what we can do, for example, like for example in employee rostering, if a nurse calls in sick, we can replan based on that, do real-time replanning on that. But what we can also do, for example, in nurse rostering, I can actually show that, I think, is what we call over-constraint planning. So when you have to deliver more than your people are capable to do, then you can actually say, I want to, at some points I will not deliver because I'm not capable, instead of actually saying, okay, this person will have to do more than he's able to do. I can actually show that. Let me do that. Ça tombe bien. Tu peux prendre ton temps, il nous reste 14 minutes. Donc. I'm going to do in. Can you maybe translate a little bit? Ici, c'est it's a hospital planning. Yeah, okay. C'est un planning d'hôpital. Oui, et je pense que c'était clair. Et nous avons beaucoup de patients, too many patients, and we have to assign them to beds. Voilà, on a beaucoup de patients et on doit les assigner sur des lits. Oui. Et les lits sont dans dans un département et ils sont dans une room. Ils sont dans une pièce, oui. Oui, dans une pièce, oui. Et on ne peut pas on ne peut pas mettre une femme et un homme dans la même. Et ça. Et nous devons avoir, we have to have oxygen masks and stuff like that in the room. Dépendant en fait de la maladie du patient, en fait le patient sera assigné à une chambre spécifique et basé aussi sur son sexe. Forcément, on ne veut pas mélanger hommes et femmes, donc ce qui se comprend. Donc forcément, il y a différentes contraintes. Oui, vas-y, continue. This is actually over-constraint planning because we have too many patients. It's impossible for this hospital to actually assign all those patients a bed. So what it will do is it will leave a number of patients unassigned. And this will basically tell us how many beds we should be buying as a hospital if we want to actually serve all of our patients. Voilà, donc si j'ai bien tout compris, en fait, ici c'est un cas de figure où en fait on assigne tous les patients, ce qui n'est pas forcément le cas. On fait un test avec tous les patients et ça nous permet en fait de détecter les problèmes de ressources et de pouvoir justement acheter ce qui est nécessaire en cas de cas réel, quoi. Okay. So I hope that answers the question. Ouais. Ouais, Geoffrey, si tu dois l'intégrer à un programme. If you want to integrate it, la question c'était si je veux utiliser Optoplanner, est-ce que je peux utiliser un jar et simplement l'intégrer dans mon programme et est-ce que ça fonctionne? You understand? Oui, donc c'est Java Standard Edition. Donc si c'est Java 6 ou Java 7 ou 8, c'est bon. C'est tout. Android, c'est possible, mais c'est difficile parce que tu dois faire une workaround. Momentanément. Oui. Alors, voilà, monsieur me pose la question, il a vu qu'il y avait un connecteur Hadoop et est-ce qu'il peut distribuer la calcul à travers les différents nodes? Non, j'ai une slide pour ça. Oui, on peut... Ouais, il te reste 11 minutes, ça va. On a le temps. C'est en anglais la slide, of course, mais ok. Map reduce. Donc, okay. Si nous pouvons utiliser une map reduce et nous avons un problème TSP, Traveling Salesman Problem. Oui, on doit the shortest route, the minimal distance. We cut it in 4 pieces.
we solve each piece optimally. And if we would then put these pieces back together, it's not the optimal solution. So this is the big problem. MapReduce is perfect for querying problem. It's a very good algorithm for querying problems. It's a terrible algorithm for planning problems. Voilà, la réponse, c'est simplement de dire que en fait, si on applique le MapReduce à l'algorithme MapReduce sur ce type de problème, en fait, ça va nous donner un plus mauvais résultat que si on ne l'utilisait pas. Yeah. So so what you can do now is you can take the problem and have it solved by separate solvers on different things. We have users doing that. We don't have the orchestration for it yet, but it's relatively simple to do. We have a solver factory which you can reuse, and you say, okay, give me a solver for each thread or for each machine, and then you just take the best solution of all the solvers because you can use different algorithms. What we're going forward to is actually within one solver use multiple threads to actually, instead of creating multiple horses, putting multiple horses in the race, we will put one super horse in the race, right, with more legs. And yeah, not sure how you're going to translate that. Donc la question, si j'ai bien compris, c'était si je répartis en fait la problématique sur différents serveurs, est-ce que je vais avoir un... En fait, le TSP n'est pas efficace, oui. Malgré tout, de faire la résolution du problème complet. Voilà. 4 fois en parallèle sur différents nœuds, là, c'est voilà. qui marche. Voilà, c'est une solution. Qui n'est pas prévu actuellement en premier, qui est sympa. Voilà, donc ce que disait Geoffrey, c'est que bon, c'est possible de en fait, diviser le problème en 4, de les faire fonctionner sur différents serveurs, d'avoir le résultat et de les agréger par la suite. Mais on n'a pas encore d'orchestrateur qui permet justement d'agréger, donc ça restera pour l'instant manuel, même si c'est dans les plans de le faire. Oui. Voilà. Oui. Vous avez une estimation du coût temporel de l'algorithme si on augmente la taille du problème? Par exemple, pour le TSP, si on a 1 million de points à visiter. Voilà. Oui. Did you get it? Oui, scalability. Donc, you asked. Okay. So basically, OptoPlanner has a bunch of different algorithms implemented. You can easily switch between them. Now the ones which all of the examples use are what's called meta-heuristics, and they give you the best solution in the available time you have, even if that's milliseconds or that's seconds or 8 hours an entire night, doesn't really matter. We do scale out. We have cases with a lot of variables. One case we have is the biggest one we have is 50,000 variables with 5,000 values per variable, which was quite infamous because all of the other solvers, they blew up. Their memory just went out of memory. There was one other solver who could handle it, and he used 40 times as much memory as we did. So just to note, yeah, we can scale. This is the most important part, of course. That and ease of use. Donc c'est scalable. Voilà, c'est scalable. Qu'est-ce que vous utilisez comme type d'algorithme pour optimiser vos systèmes? What kind of algorithm we use to optimize the outcome? That's what you said. Okay. Donc, yeah. He has an answer for everything. Donc, first we use construction heuristics, which is there are different ones of those. We use the ones called, if they mean anything to you, first fit decreasing, weakest fit, strongest fit, regret insertion, cheapest insertion. We're building on regret insertion to get a starting solution, which is basically the algorithm which we showed earlier, which I explained. Right, and then we take that solution, and then with the time we have remaining available, we do a meta-heuristic, and we have a number of meta-heuristics such as simulate annealing, taboo search, late acceptance. I really like late acceptance. It's a very new one, but it's generally better than even simulate annealing. The problem is, though, the best algorithm depends on your use case, depends on your constraints. It's very hard to predict in advance. There are papers who tell you for employee rostering you should be using that algorithm. It really depends on your constraints. If you have very different constraints, you will need a different algorithm. So what we have
It's what we call the benchmarker. And here we go. This is the benchmarker, and here we can, this is something part of Optaplanner. You just give it a number of configurations, and it will tell you which is the best one you should be using in production. So this is a report coming from there. So for example, it tells me for each data set, you see a number of data sets here, and it shows me for each algorithm what is the score. It tells me I should be using similar annealing for this particular use case in production. And it tells me a whole bunch of other things like percentages and how the score evolves over time and stuff like that. Yeah, there's lots there. 5 minutes. Je crois que je vais arrêter les questions, mais pour répondre à celle-ci, en fait, par défaut, il y a déjà des algorithmes déjà prédéfinis. J'ai pas retenu le premier. Le deuxième méta-heuristique. Mais ce que j'ai compris, en fait, c'est que maintenant, les algorithmes dépendent vraiment de votre domaine d'application. Et il n'y a pas une solution qui répond à toutes les questions. Donc, c'est en fonction du domaine qu'on va utiliser tel ou tel algorithme. Et ici, Geoffrey a montré les différents algorithmes utilisés et un benchmark qui donne le résultat des différents algorithmes utilisés. Voilà. Yeah, and every algorithm works on every problem basically. So it's just you don't know which one will be best in your available time. Mais peut-être par la suite. Enfin, ouais, il nous reste 4 minutes. C'est quoi la question? Vous en servez en interne chez Red Hat? Oui, on s'en sert. Par exemple, on a un outil qui s'appelle Red Hat Enterprise Virtualization, qui est l'équivalent de VMware ESX. Et en fait, c'est utilisé, Optaplanner est utilisé dans Red Hat Enterprise Virtualization pour répartir les machines virtuelles en fonction de leur consommation CPU, RAM, enfin, etc. Donc ça, c'est en fait au end user de choisir, enfin à l'administrateur de choisir s'il veut utiliser cette option ou pas. Voilà. Oui. Ça pourrait solutionner un problème. C'est ce qu'on a vu en fait. Quand j'ai montré le problème de bande passante, en fait sur 2 serveurs, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a vu clairement qu'il y avait un problème. Ici comment dire, le conseil était représenté graphiquement, après à vous de l'interpréter en disant là il y a un problème. Mais il n'y a pas, en fait il n'y a pas de message qui va vous dire il y a un problème là. Après vous pouvez l'implémenter, hein. C'est pas super compliqué. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Very well. I think so. Thank you. Oké, dat is een kopie van de site geweest. Ja, maar mag ik het hier anders binnen een half uurtje brengen? Ja, je kunt stukje rollen. Ja, dan ben ik dus een beetje... Ja, anders nooit. Ik wil vanaf de mensen spelen. Dat ga ik doen. Dank je, Bart. Ja, quickie speaker. Een hand. Non? Bonjour. Que ça pourrait être utilisé pour faire un moteur d'itinéraire pour proposer par exemple une meilleure solution en cas de bouchon? Ouais. Mais en fait, il vous faut les données d'entrée pour pouvoir. Oui, j'arrive les données d'entrée, mais le but. En fait, on avait un prospect qui était intéressé par ça en Belgique parce que chez nous, en fait, sur Bruxelles, il y a des open data et donc qui permettent